Oral questions, questions orales, the honourable leader of the... L'honorable chef de l'opposition. The group of 20. Le groupe des 20 pays. Les 20 sont confrontés aux mêmes tarifs, aux mêmes circonstances mondiales, aux mêmes guerres. Pourtant, 19 de ces 20 pays ne sont pas en récession. Un pays, lui, est en récession. Le chef du seul pays du G20 qui est en récession, peut-il se lever? Ce n'est pas une question, c'est une demande. Nous passons à la prochaine question. Monsieur le Président, le Canada vient de traverser une contraction économique 2 trimestres consécutifs. Nous sommes le seul pays du G20 qui peut en dire autant. Des dizaines de milliers d'emplois ont disparu au cours des derniers mois. Il y a 250 000 de personnes au Canada qui sont dans l'insécurité alimentaire. Le premier ministre peut-il nous dire si nous sommes en récession ou en récession technique? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, j'aimerais d'abord souhaiter un joyeux anniversaire au chef de l'opposition. Je vais même lui redonner sa première question, Monsieur le Président. Un petit cadeau. Monsieur le Président, ce que fait notre gouvernement, c'est de mettre en place les bases d'une économie qui sera plus forte, plus résiliente, plus indépendante. Confrontés aux droits de douane américains, confrontés à l'incertitude, à des prix énergétiques plus élevés, nous voyons une accélération des investissements, que les salaires croissent 2 fois plus vite qu'aux États-Unis. Nous voyons qu'au Canada, nous sommes en train de mettre les bases pour une prospérité durable. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, je remercie le premier ministre pour ses souhaits d'anniversaire. J'ai 47 ans, mais 50 ans si on prend en compte l'inflation. Si le premier ministre veut vraiment me donner un cadeau, il pourrait répondre à mes questions. Les Canadiens méritent des réponses et non de la mésinformation. Nous venons de traverser 2 trimestres consécutifs de contraction économique. Nous sommes le seul pays du G20, le seul pays du G7 qui a vu son économie se contracter pendant 3 des 4 derniers trimestres. Nous sommes le seul pays dont le PIB est plus faible qu'il y a 1 an lorsque le premier ministre est arrivé au pouvoir. Donc, peut-il nous dire, sommes-nous en récession ou en récession technique? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, c'est très malheureux lorsqu'on donne un cadeau à quelqu'un pour son anniversaire et qu'il nous le redonne. Mais bon, je vais faire un peu de recherche pour le chef de l'opposition. Il a demandé à l'Institut CD Howe pour une réponse. Eh bien, regardons. L'OCDE a prédit aujourd'hui que le Canada aurait la 2e plus forte croissance économique du G7 cette année et l'année prochaine. Voilà une réponse pour le chef de l'opposition. L'honorable chef de l'opposition. Pendant les élections, c'est la même projection qu'il a fait il y a quelques jours. Mais après qu'il a dit ça, on a vu que le Canada est le seul pays dans le G20 qui est en récession. Donc, ça veut dire que les Canadiens sautent des repas, qu'il y a 112 000 qui ont perdu leur emploi, qu'on a le 2e pire taux de chômage parmi le G7. Donc, est-ce que le premier ministre peut se lever pour répondre à une question très simple? Est-ce que nous sommes dans une récession ou juste une récession technique? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, il faut encore corriger le record officiel du Parlement. J'ai fait plusieurs promesses pendant la campagne électorale. Le premier est de sauver les Canadiennes des politiques épouvantables de chefs de l'opposition. Deuxièmement, des politiques de ce gouvernement afin de créer une économie plus résiliente, plus prospère, plus forte, plus soutenable et plus indépendante. Et ce que nous faisons, monsieur. L'honorable chef de l'opposition. Tout ce qu'il a su nous donner, c'est une récession. Il avait promis l'économie avec la plus forte croissance du G7. Ce qu'il a livré au lieu, c'est la seule récession du G7. Et pendant ce temps,
les Canadiens font la queue devant les banques alimentaires. Ce premier ministre, lui, dépense plus de 200 000 $ pour des repas pendant des vols, et ce, pour seulement 3 vols, y compris 42 000 $ pour de la crème brûlée, 5 900 $ pour des biscuits Normandie. Donc, il est clair que le premier ministre est déconnecté de ceux qui ont perdu leur emploi. Le premier ministre va-t-il clouer son avion au sol et nous dire si oui ou non nous sommes en récession? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, ce que je peux dire à la Chambre, c'est ce que me disent les investisseurs et les entreprises internationales lorsque je rends à l'étranger. À New York, on m'a dit « Le Canada est la destination la plus attrayante pour les investissements et pour les investissements en infrastructure. » Ce que les grands investisseurs internationaux me disent, c'est qu'ils veulent investir plus de 100 milliards de dollars au Canada. Nous voyons déjà ces investissements puisque les investissements directs étrangers augmentent 2 fois plus vite au Canada qu'à l'étranger. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, les grandes entreprises multinationales qui profitent du travail du premier ministre sont bien sûr ravis de la situation actuelle. Mais pour ce qui est des Canadiens et des Canadiennes qui doivent souffrir sous sa récession, c'est une autre histoire. Ils n'ont pas 200 000 $ pour prendre des repas sur des vols privés. Ils n'ont pas des paradis fiscaux pour mettre à l'abri leur fortune. Le premier ministre ne peut même pas prononcer le mot « récession » en chambre, même si, selon la définition, nous sommes le seul pays du G7 à être en récession et il est seul dirigeant d'un pays du G7 à être en récession. Donc, va-t-il répondre « sommes-nous en récession ou en récession technique » ? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, nous avons une économie qui est en pleine transformation et un gouvernement qui a un plan. Nous avons un plan pour créer une économie plus forte, plus résiliente, plus indépendante, une économie plus durable, une économie qui passe de la dépendance à la résilience. Et nous avons déjà vu les investissements des entreprises. Les entreprises canadiennes investissent 10 % de plus. Les exportations en dehors des États-Unis ont presque doublé. Nous voyons le fruit de ces investissements. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, une nouvelle trahison contre la culture québécoise. Au jour 2 des négociations sur la CEUM, le gouvernement demande déjà au CRTC d'abandonner la hausse de 15 des redevances exigées aux grandes plateformes de diffusion en ligne comme Netflix, Disney ou Prime. Après avoir abandonné la taxe sur les services numériques, Ottawa sacrifie à nouveau le financement de la création culturelle en permettant aux géants du Web d'éviter le paiement de leur juste part. On parle de 3,4 milliards de dollars. Est-ce que le premier ministre sait qu'il est censé défendre la culture et non la marchander? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement commence par défendre monsieur, madame, tout le monde. Nous concentrons sur l'abordabilité. C'est une décision surtout pour l'abordabilité des familles québécoises, des familles canadiennes. En même temps, nous investissons 600 millions de dollars de plus dans la culture canadienne et québécoise. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, le premier ministre avait déjà abandonné la taxe sur les services numériques sans aucune concession de Washington. Rien pantoute. Il avait ainsi privé le milieu culturel de 1,4 milliard de dollars. Aujourd'hui, il demande au CRTC de reculer sur des redevances à 15 % imposées aux grandes plateformes de diffusion en ligne. Une autre renonciation de 2 milliards de dollars qui viendrait essentiellement des États-Unis. Il prive le milieu culturel de milliards qu'il prétend compenser par 600 millions qui viendront de la poche des contribuables. Comment peut-il justifier que tout le monde y perd, sauf les géants d'Internet? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, j'ai une nouvelle pour le membre de Belleuil-Chambly. Qui paie les redevances des streamers? Monsieur, madame, tout le monde. OK? Avec les frais de streaming. Ça, c'est la vérité. Alors, nous avons choisi, dans une période que nous concentrons dans le pouvoir d'achat, de rendre entier les secteurs culturels et de
mettre l'accent sur la mobilité pour tous les gens. Député de Belleuil-Chambly. Il renonce à 3,4 milliards de dollars par année qui viendraient des États-Unis, puis il prend 600 millions d'impoches des contribuables. En demandant au CRTC d'annuler les 15 le premier ministre fait pire que capituler. Il valide la prétention des Américains à l'effet que la culture québécoise et la langue française sont des obstacles au commerce. En remplaçant les redevances par des fonds publics, il valide les critiques des conservateurs en faisant payer la part des géants du Web par les contribuables. C'est leur raisonnement. Le premier ministre dit « Je suis faible ». Est-ce qu'il va renverser cette décision lâche? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement investit dans la culture canadienne, dans la culture francophone, dans la culture québécoise. C'est des piliers de notre identité. Nous avons plus que rendre entier le secteur culturel canadien avec les décisions aujourd'hui et dans le budget. Le budget que le membre de Belleuil-Chambly était contre. Nous avons investi 750 millions de dollars dans le secteur culturel du Canada. L'honorable chef de l'opposition. Ma question au premier ministre porte sur les coûts humains du fait que le Canada est le seul pays du G20 qui est en récession. Zara de Toronto a perdu son travail administratif dans une entreprise de Toronto et n'arrive pas à se trouver un nouvel emploi et doit maintenant dormir sur le divan chez une de ses amies. Qu'est-ce que le premier ministre a à lui dire s'il ose prendre la parole? Va-t-il lui dire qu'elle est simplement techniquement itinérante et qu'elle n'a techniquement pas d'emploi? L'honorable premier ministre. Monsieur le Président, j'aimerais souhaiter au chef de l'opposition un joyeux anniversaire. J'espère que sa journée s'améliorera à partir d'ici. Le gouvernement se concentre sur la construction d'une économie plus forte. Nous reconnaissons la hauteur des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous sommes concentrés à aider les agriculteurs, tous les travailleurs dans tous les secteurs en créant une économie plus forte, plus résiliente, plus indépendante. L'honorable chef de l'opposition. Ce n'est pas une blague. On parle de la vie d'une femme. Ce premier ministre a livré la seule récession dans les pays du G20 et ensuite il rigole à propos de sa situation. Elle dort sur le divan d'une amie. Le premier ministre va-t-il cesser de prendre à la légère les douleurs qu'il a causées aux Canadiens, aux Canadiennes? Va-t-il dire à Zara si son itinérance et son manque d'emploi ne sont que des questions techniques? The Honorable Minister of Jobs. L'honorable ministre des Emplois et de la Famille. Monsieur le Président, savez-vous ce qui n'est pas une blague lorsqu'on perd notre emploi et qu'il n'y a aucun filet pour nous rattraper? Si les députés conservateurs avaient leur volonté, c'est exactement ce à quoi Zara aurait été confrontée. D'ailleurs, ils ont voté contre des mesures que nous avons mises en place pour protéger les gens comme Zara. Really... À l'ordre. Nous ne pouvons entendre la réponse. La ministre peut poursuivre avec sa réponse. Essayons d'être un peu plus silencieux pour pouvoir entendre la réponse. L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Moi, ce que je trouve risible, c'est le fait que lorsque le gouvernement met en place des mesures pour soutenir les gens comme Zara, par exemple en modernisant l'assurance-emploi, les conservateurs s'en moquent et votent contre ces mesures. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, la question s'adresse au premier ministre. Ma question porte sur les difficultés bien réelles vécues par les Canadiens et les Canadiennes puisque nous sommes le seul pays du G7 et du G20 qui est en récession. Brad de l'Ontario m'a écrit pour me dire que sa famille a survécu les années Trudeau, mais depuis que ce premier ministre est arrivé au pouvoir, Brad risque de tout perdre. Il a vendu sa maison
et a dû piger dans toutes les économies qu'il avait fait pour la retraite. Le premier ministre aura-t-il la décence de se lever en chambre, de regarder Brad dans les yeux et de lui dire si nous sommes en récession technique ou en vraie récession? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, je parle à beaucoup de personnes comme Brad dans ma circonscription de Gatineau et en fait, ce que les gens me demandent, c'est pourquoi le chef de l'opposition semble tellement se réjouir lorsqu'il entre en chambre et parle des turbulences économiques que traversent les Canadiens et les Canadiennes en raison d'une guerre commerciale injustifiée. Le Canada est confronté à des vents de face en raison de la guerre au Moyen-Orient. Les conservateurs blâment le Canada. Les Canadiens se sont bien rendus compte que le chef de l'opposition et tous les députés qui sont derrière lui semblent se réjouir lorsque le Canada traverse des moments difficiles. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, il n'y a qu'un seul pays dans le G20 qui traverse une récession. Les autres pays traversent les mêmes guerres, les mêmes droits de douane. Donc, nous avons le droit de blâmer ce gouvernement libéral. Mon collègue parle de réjouissance. Jacqueline, elle, ne peut pas se réjouir. Elle a dû euthanasier son chien parce qu'elle ne pouvait plus se permettre la nourriture ou les frais vétérinaires, ni même faire le plein d'essence. Si le premier ministre se soucie du sort de Jacqueline, va-t-il répondre à la question suivante? Sommes-nous en récession ou en récession technique? L'honorable collègue, s'il vous plaît. Un instant. Je n'ai pas encore donné le feu vert au ministre. L'honorable ministre des Finances. Mr. Speaker. Monsieur le Président, ce dont les Canadiens n'ont pas besoin, ce sont plus de slogans, plus de paroles creuses de la part de ce chef de l'opposition. Jacqueline sait et les Canadiens savent que le chef de l'opposition a voté contre toutes les mesures visant à réduire le coût de la vie à la Chambre des communes. Jacqueline le sait, les Canadiens le savent, Monsieur le Président. En ce qui a trait au coût de la vie, nous allons nous ranger du côté des familles, des travailleurs. Nous allons appuyer notre secteur et construire un Canada fort. Chers collègues, il y a trop de bruit à la Chambre des communes. Je ne blâme personne, mais il y a trop de bruit. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question s'adresse au premier ministre. S'il se soucie vraiment du sort de ceux et celles qui ont écrit ces lettres, il prendrait la parole lui-même plutôt que de demander à un de ses ministres de condamner les slogans et ensuite d'en sortir 5 les uns après les autres. Voici une lettre de Thomas qui m'a écrit une lettre. Il dit qu'il est propriétaire d'une petite entreprise de peinture, mais le coût des intrants a augmenté et plus personne ne peut l'embaucher. Il a peur de perdre son entreprise. Ce sont les coûts humains associés au fait d'être le seul pays du G7 à traverser une récession. Le premier ministre va-t-il dire à Thomas, est-ce que c'est seulement une récession technique? Est-ce que Thomas est simplement techniquement au bord de la faillite? À l'ordre, collègues. L'honorable ministre du Logement. L'honorable ministre du Logement et des Infrastructures. Merci, Monsieur le Président. Il est important de souligner les investissements essentiels que nous faisons dans l'économie canadienne pour aider les personnes mentionnées par le chef de l'opposition. Hier, nous avons annoncé des investissements en infrastructure au Québec, 2,5 milliards de dollars pour les centres communautaires et pour le logement, pour augmenter l'offre de logements abordables partout au Canada. 1 milliard de dollars pour améliorer les hôpitaux et les salles d'urgence. Plus de 6 milliards de dollars en transport en commun pour que les Canadiens puissent se déplacer de façon abordable et créer les emplois qui vont rendre notre pays plus prospère. L'honorable chef de l'opposition. Toujours la même tendance avec ce premier ministre. Il se donne un grand titre. Ensuite, la situation devient catastrophique. Les initiés s'en mettent plein les poches, les autres s'appauvrissent et lorsqu'il est temps de rendre des comptes, ils se sauvent.
Les Canadiens m'écrivent des lettres pour me parler de leur désespoir économique puisque le Canada est le seul pays du G20 à traverser une récession. Une femme en Ontario me dit qu'elle ne pourra plus se permettre ces médicaments pour le diabète. Le premier ministre aura-t-il la décence et le courage de dire directement à Nathan si nous sommes en récession ou en récession technique? L'honorable ministre des Femmes et de l'égalité des genres, du tourisme et de la petite entreprise. Merci, Monsieur le Président. Il y a des facteurs mondiaux qui alimentent l'incertitude et face à cela, notre gouvernement a un plan. Nous diversifions nos échanges commerciaux, nous investissons au Canada, nous investissons pour aider les travailleurs tout en rendant la vie plus abordable. Notre plan fonctionne. Le Canada devrait avoir l'économie avec la plus forte croissance du G7. Nous allons nous occuper des Canadiens et des Canadiennes. Et pour ce qui est du coût de la vie, une famille de 4 épargnera en moyenne des centaines de dollars cette année, ce qui les aidera à gérer l'augmentation du coût de la vie. Nous allons construire un Canada fort. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, nous sommes près d'une semaine après que Statistique Canada nous ait dévoilé que le Canada est le seul pays en récession du G7. Le premier ministre se cache depuis ce temps. Il a le pire bilan de présence à la période des questions de tout autre premier ministre. Il refuse de faire son travail. Je pose des questions au nom de Zara, de Jacqueline, de Brad, de Kevin, de Nathan et d'innombrables autres Canadiens qui ne savent plus comment payer leurs factures. Le premier ministre va-t-il prendre la parole, faire preuve de courage et nous dire si nous sommes en récession technique ou en vraie récession? L'honorable secrétaire d'État pour les institutions financières. Monsieur le Président, les Canadiens... Un instant. Nous allons recommencer. Le député pourra reprendre du début. Essayons de nouveau. Mr. Speaker. Monsieur le Président, les Canadiens ne prennent pas au sérieux ce parti. Le chef fait des vidéos sur les médias sociaux. Il fait des conférences de presse dans des stationnements vides. Il répète des slogans. De ce côté-ci de la Chambre, nous investissons dans les grands projets comme le logement, la diversification commerciale. Monsieur le Président, les conservateurs ne sont pas sérieux en matière économique. Les Canadiens peuvent le voir, ils peuvent l'entendre. Les Canadiens ont fait un choix de se ranger derrière un grand homme d'État avec un CV économique irréprochable. L'honorable député de Joliette-Manawan. Monsieur le Président, Amnesty International a dénoncé la crise du logement inhumaine subie notamment par la nation atikamekw de Manawan. À Manawan, jusqu'à 23 personnes peuvent vivre entassées dans des logements souvent insalubres. Ces conditions favorisent le développement de maladies respiratoires. Ça nuit au développement des enfants, à leur réussite scolaire et même à leurs besoins fondamentaux. Ça exacerbe la violence conjugale. Bref, ce sont des conditions de vie inacceptables et qui seraient jamais acceptées ailleurs. Pourquoi le gouvernement tolère-t-il encore que le sous-financement du logement autochtone plonge des communautés dans ces conditions-là? L'honorable ministre. Ministre des Services aux Autochtones. Merci, Monsieur le Président. Merci. Content d'entendre pour la première fois une question sur un dossier très important. Nous savons le logement est quelque chose de très important dans les communautés autochtones. C'est pour ça que moi, je suis fière de travailler avec mon collègue qui vont lancer le programme pour bâtir Canada fort, bâtir les maisons dans les Canada, mais aussi bâtir les maisons dans les communautés autochtones avec eux pour leurs besoins. Je suis fière de faire ce travail avec eux et on continue dans ce manière. Merci. Le député de Côte-Nord, Kawawa-Chukamache-Nitassinan. Monsieur le Président, la crise du logement autochtone est dénoncée depuis des décennies et ce, par toutes les communautés. C'est pas juste une question de logement, c'est une question de droits humains, d'éducation, de santé, de sécurité, de dignité. Ça fait 5 ans que le gouvernement s'est donné l'obligation en droit international de régler cette crise. L'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador avait déjà calculé qu'il manque 10 000 logements
juste au Québec, sans compter les 8 000 qui doivent être rénovés et les 4 000 qui doivent être décontaminés. Le fédéral avait promis que ce serait réglé d'ici 2030. Quand va-t-il collaborer avec les communautés pour arriver à un plan prévisible? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Pour des décennies, il y avait de sous-investissements et de la discrimination dans ce dossier-là. Je suis fière de travailler avec un gouvernement, le seul qui a décidé de prendre une position pour ajouter et pour augmenter ce dossier pour les besoins de les nations autochtones au Québec, au tout le pays canadien. Je suis fière de faire ce travail. Je suis très content de savoir dans le programme urbain-rural et dans le Nord et dans les grandes villes, on fait ce travail ensemble avec pas juste les nations, mais les personnes qui sont dans les espaces urbains aussi. C'est très important. L'honorable chef de l'opposition. Les excuses du gouvernement pour la récession libérale changent constamment. D'abord, il nous dit que c'était des facteurs mondiaux. Ensuite, nous avons fait valoir qu'aucun autre pays du G20 n'est en récession. Le Mexique, qui partage une frontière avec les États-Unis et est pleinement intégré à l'économie américaine, n'est pas en récession. Seul notre pays, avec ce premier ministre libéral, est en récession. Son explication hier, c'était qu'il y avait certaines faiblesses dans l'économie canadienne qui sont liées à des décisions prises par le gouvernement. Bon, c'est vrai. Il dit qu'il n'y a pas assez d'immigration au Canada. Mais si tel est le cas, comment se fait-il que le Canada ait la pire croissance PIB par habitant des pays du G7? Le secrétaire parlementaire au ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, we're in a trade war. Monsieur le Président, nous sommes en pleine guerre commerciale, chose que le chef de l'opposition semble oublier ou se souvenir selon ce qui fait son affaire. C'est pourquoi, malgré les tarifs injustes et injustifiés imposés aux travailleurs, au secteur et aux communautés, nous avons annoncé des garanties de prêts, 2 nouveaux programmes de prêts, 400 millions de dollars pour les agences de développement régional et des milliards de dollars en soutien pour les projets forestiers partout au Canada. Nous allons continuer de travailler avec les provinces et territoires. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre ne peut même pas défendre son propre bilan, économique. Il demande donc à un de ses députés d'arrière-ban d'expliquer pourquoi il y a des milliards de dollars supplémentaires pour la bureaucratie. C'est exactement la raison pour laquelle notre économie est en récession, parce qu'il a poursuivi les mêmes politiques libérales de la dernière décennie. Les lois anti-développement, le même BS corporatif, 12 nouvelles agences gouvernementales, et c'est les Canadiens qui en paient la facture avec des frais toujours plus élevés. Nous savons que le Canada est le seul pays du G20 en récession. Le premier ministre peut-il nous expliquer pourquoi le Canada a la plus faible croissance du PIB par habitant des pays du G7? L'honorable secrétaire d'État pour le Travail. Monsieur le Président, les Canadiens ne veulent pas de théâtre politique. Les Canadiens savent très bien que nous traversons une guerre commerciale qui crée des difficultés pour notre économie. Mais nous avons un plan et nous avons confiance en notre plan. Un des piliers de ce plan, c'est les infrastructures, les grands projets d'intérêt national, comme les routes, les ports, un peu partout au Canada, qui seront construits avec l'acier canadien, l'aluminium canadien. Monsieur le Président, nous avons pris la décision d'investir de façon massive dans les métiers. C'est ainsi qu'on construit un Canada fort. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, si le premier ministre le croyait sincèrement, il le dirait lui-même. Mais au lieu de cela, il répète quelques non-vérités et ensuite il se cache pour avoir à répondre aux questions. Il véhicule des fausses informations lorsqu'il dit que les investissements ont augmenté. Voici ce que dit Statistique Canada. Donc, une agence gouvernementale. Les investissements ont diminué de 0,7 % au premier trimestre de 2026, le 5e trimestre de déclin consécutif. Est-ce que cela répond à la définition du grand économiste d'une récession technique, oui ou non? L'honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, ce que les Canadiens entendent aujourd'hui, ce n'est pas de la colère, c'est le son d'un manque de plan. Le chef de l'opposition n'a aucun plan économique, aucun plan pour le logement, aucun plan social, aucun plan pour la sécurité ou la défense.
Il n'a aucun plan. Tout ce qu'il sait faire, c'est dépenser des millions de dollars dans son propre bureau en 2024. L'honorable chef de l'opposition, la question s'adressait au premier ministre, mais il continue d'être incapable de défendre son propre bilan économique. C'était censé être sa force, l'économie. Mais une fois de plus, c'est la même chose chaque fois qu'il va n'importe où. Il obtient un titre prestigieux, il s'enrichit, un petit groupe d'initiés reçoit un traitement de faveur. Il dépense des sommes faramineuses pour des repas à bord d'aéronefs, alors que les Canadiens continuent à en payer le prix. Sommes-nous en récession technique ou sommes-nous dans une réelle récession? L'honorable député de Kamloops-Thompson-Nicolas. Pardon. L'honorable ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, le parti d'opposition joue beaucoup dans la rhétorique aujourd'hui. J'ai voyagé partout au pays pour parler aux agriculteurs, contrairement à mes collègues conservateurs, qui ne parlent pas aux agriculteurs. Nous n'allons pas finir à l'heure aujourd'hui. Collègues, nous devons terminer la période des questions. On doit passer au travers. Non, nous n'allons pas reprendre du début. L'honorable ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Monsieur le Président, chaque fois que j'entre en chambre pour parler des agriculteurs, c'est une bonne journée, Monsieur le Président. Et si c'est ce que ça prend pour que mes collègues réagissent et comprennent l'importance de l'agriculture au pays, eh bien, c'est ce que je dois faire. Et je le ferai à chaque occasion. L'honorable député de York Centre. En fait, l'honorable député chef de l'opposition. Donc, la question s'adressait au premier ministre. C'est censé être sa force. On nous a dit que c'était un économiste de renom, mais c'est le seul chef du G7 qui a réussi à négocier pour plonger son économie dans une récession. Les 19 autres pays du G20 l'ont évité. Le Mexique, qui est voisin des États-Unis, tout comme nous le sommes, a évité une récession. Le premier ministre continue d'adopter ses politiques libérales. C'est pour cela que nous sommes dans cette situation. Mais le problème, c'est que le premier ministre n'arrive pas à nous sortir d'une récession s'il n'admet pas tout d'abord que nous sommes en récession. Donc, va-t-il l'admettre aujourd'hui? Sommes-nous en récession? L'honorable ministre des Pêches et Océans. Monsieur le Président, j'aimerais dire à tous mes collègues et aux Canadiens qui nous écoutent que nous avons des bonnes nouvelles. Nous avons investi 1 milliard de dollars dans les ports de petits bateaux. Et cela est très avantageux pour nos communautés autochtones. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Collègues, l'honorable ministre de Pêche et Océans peut poursuivre sa réponse. Nous devrons peut-être interrompre à nouveau. Merci, Monsieur le Président. Donc, les ports de petits bateaux sont au cœur de nos communautés autochtones.
Nous avons fait des investissements historiques et je travaille avec mes collègues de par le pays pour veiller à ce qu'un fonds pour les poissons, qui est une aide précieuse pour les pêcheurs au pays, soit disponible. Monsieur le Président, today is Red Shirt Day, which... Aujourd'hui, c'est la journée du chandail rouge que nous célébrons pendant la journée des gens avec handicap. D'handicap et la nécessité de promouvoir un Canada sans obstacles. Le thème de cette année est bâtir un Canada fort et accessible. The Canada Disability Benefit and the Disability... La prestation canadienne pour les gens en situation de handicap et le plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap nous aident à bâtir une société plus inclusive pour tous. Le ministre peut-il nous dire comment l'énoncé économique d'automne nous aide à bâtir un Canada plus inclusif? L'honorable ministre du Travail et des Familles. Être inclusif, c'est non seulement la bonne chose à faire, mais c'est la chose intelligente à faire. Lorsque tout le monde peut s'épanouir, tout notre pays s'en trouve enrichi. Donc, de nombreuses personnes, ou plutôt 43 handicaps, seront admissibles pour une demande simplifiée du crédit d'impôt pour les gens en situation de handicap. Le plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et la loi canadienne sur l'accessibilité continueront à guider notre gouvernement vers un Canada exempt d'obstacles d'ici 2040. L'honorable chef de l'opposition, les tarifs américains sont inacceptables, tout comme l'est le travail forcé. Ce premier ministre refuse d'interdire les produits fabriqués à partir du travail forcé dans notre chaîne d'approvisionnement. Nous devons faire comme certains de nos alliés et empêcher l'expédition ou l'importation de certains de ces exportations de la province de Xinjiang pour mettre fin aux travaux forcés. Notre premier ministre va-t-il le faire pour mettre fin à l'esclavage une fois pour toutes? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, le Canada a certaines des lois en matière de travaux forcés les plus strictes au monde. Nous condamnons le recours aux travaux forcés à chaque occasion, notamment dans ma réunion avec mon homologue, le ministre des Affaires étrangères de la Chine. Nous avons alloué 600 millions de dollars dans le budget de l'an dernier pour sévir contre les travaux forcés et nous priorisons l'inclusion de dispositions luttant contre les travaux forcés dans nos accords de libre-échange avec les autres pays. L'honorable chef de l'opposition, 600 millions de dollars pour empêcher l'entrée au pays de 2 cargaisons d'exportation. Et pourtant, nous perdons des emplois ici pour que ces emplois se retrouvent dans des pays qui utilisent l'esclavage moderne. Ce premier ministre n'a jamais condamné le génocide et l'esclavage dans la province de Xinjiang en raison de ses intérêts d'affaires. Donc, va-t-il prendre parole et dénoncer le recours au travail forcé dans cette province chinoise? L'honorable ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, je veux réitérer que le Canada protégera toujours les droits des travailleurs à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Cette somme de 600 millions de dollars qui a été allouée dans le budget de l'an dernier s'ajoutait à d'autres mesures que nous avons prises dans nos négociations de libre-échange avec d'autres nations dans le monde. Vendredi dernier, lorsque j'ai parlé au ministre des Affaires étrangères de la Chine, je suis revenue sur ce sujet. Notre économie a connu une croissance énorme au plan des exportations. L'honorable chef de l'opposition, la question était pour le premier ministre. Je lui ai demandé s'il allait prendre parole en Chambre et dénoncer les pratiques de travaux forcés de Beijing dans la province de Xinjiang. Donc, je sais que c'est une question difficile pour lui, car son entreprise veut
accéder à des marchés en Chine et elle a reçu un prêt de 200 millions de dollars de la part d'une banque chinoise. Il ne veut donc pas compromettre ses intérêts financiers, mais va-t-il faire primer les droits de la personne plutôt que ses bénéfices? Et va-t-il défendre les gens de la province de Xinjiang? Oui ou non? The Honorable Minister of Foreign Affairs. L'honorable ministre des Affaires étrangères. Nous mettons les droits de la personne au cœur de nos relations avec la Chine et d'autres pays. Nous avons dénoncé fermement les travaux forcés là où ils ont lieu et dans nos négociations commerciales avec des pays de par le monde, nous veillons à condamner les travaux forcés. Et finalement, Monsieur le Président, nous allons continuer à faire croître l'économie canadienne. Nous avons conclu 20 ententes économiques et en matière de défense à l'échelle mondiale et nous allons continuer d'investir. L'honorable chef de l'opposition. Le premier ministre refuse de dénoncer les travaux forcés dans la province de Xinjiang car il ne veut pas mettre en péril les bénéfices de sa société. Même si cela se fait aux dépens des travailleurs canadiens. Les travailleurs canadiens sont perdants lorsqu'ils doivent faire de la concurrence aux travaux forcés, aux travailleurs qui sont forcés de travailler. Le premier ministre va-t-il prendre parole et promettre d'interdire l'importation de produits provenant de la province de Xinjiang, qui est connue pour son recours aux travailleurs forcés? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre du Commerce international. Donc, comme la ministre l'a dit, les travaux forcés sont tout à fait inacceptables et donc nous devons protéger notre chaîne d'approvisionnement. C'est pour cela que de nombreux ministères au sein du gouvernement du Canada travaillent sans relâche pour empêcher l'entrée au pays de produits d'importation qui ont été fabriqués avec du travail forcé. Nous allons toujours défendre les normes internationales en matière de travail. Nous allons toujours protéger les travailleurs canadiens et les travailleurs étrangers. L'honorable chef de l'opposition. Trump sont injustifiés et injustifiables, mais le travail forcé l'est aussi. Mais ce gouvernement libéral n'a rien fait pour protéger les Canadiens contre les produits faits avec l'esclavage. Par exemple, les Américains sous Joe Biden ont empêché 6 949 livraisons de produits venant de la province Shenzhen. Ce gouvernement libéral a empêché 2. À quand le gouvernement libéral va-t-il bannir des produits qui viennent de Xinjiang? L'honorable secrétaire parlementaire. C'est inacceptable. Nous devons veiller à ce que nos chaînes d'approvisionnement mondiales soient exemples de telles pratiques abusives. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministre concerné dans l'ensemble du gouvernement afin de réduire le recours au travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement. C'est également pourquoi nous accordons la priorité à l'inclusion des dispositions complètes en matière de travail dans le code de libre-échange afin de promouvoir les normes internationales du travail. L'honorable chef de l'opposition. Et pour le premier ministre, on apprend aujourd'hui que on sait déjà que les travailleurs canadiens perdent chaque fois qu'on importe un produit fait avec le travail forcé parce que ça réduit les salaires et ça enlève les emplois aux Canadiens. Maintenant, les Canadiens peuvent perdre encore à cause des tarifs des États-Unis liés aux produits achetés par des régions où ils utilisent le travail forcé. À quand le premier ministre va-t-il finalement agir pour bannir tous les produits venant de la province de Shenzhen? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, tous les biens qui entrent au pays sont assujettis à des contrôles à l'importation et des processus de vérification rigoureux. L'Agence de services frontaliers du Canada effectue des analyses des risques afin de repérer et d'intercepter
tout bien susceptible de voir et produit au moyen du travail forcé et rend compte de ce travail chaque année au Parlement. Nous protégerons les intérêts du Canada tout en défendant le nombre de travail élevé pour l'ensemble des travailleurs. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, une fois de plus, on a posé une question directe au premier ministre. Il refuse de dénoncer le travail forcé et l'esclavage car cela met en péril ses intérêts d'affaires. Donc, un petit groupe d'initiés du Parti libéral, des multinationales, s'enrichissent tout en appauvrissant les autres. Les bénéfices dont ils jouissent ont augmenté, mais pendant ce temps, les Canadiens souffrent. Le Canada a la seule récession de tout le G20. Donc, va-t-il prendre parole et abroger ses politiques? L'honorable secrétaire parlementaire, le travail forcé est tout à fait inacceptable, nous le rappelons, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour veiller à ce que notre chaîne d'approvisionnement soit exemple de travail forcé. Nous avons des normes de travail strictes en respect des normes de travail internationales. Nous allons continuer d'appliquer nos lois et veiller à ce que nos chaînes d'approvisionnement soient exemples de produits fabriqués avec le travail forcé. L'honorable chef de l'opposition. Alors que les Canadiens souffrent, ce premier ministre garde le silence. Il a les bras croisés alors que notre pays a perdu des centaines de milliers d'emplois. Nous avons le deuxième plus haut taux de chômage du G7. Nous sommes le seul pays en récession de tout le G20. Nous avons perdu des investissements lors de 5 trimestres consécutifs. Il y a une augmentation de 32 des fautes de paiement pour les hypothèques. Donc, les Canadiens ne peuvent pas payer leur hypothèque et risquent de perdre leur maison. Donc, le premier ministre va-t-il admettre qu'il a créé cette récession pour qu'il puisse changer ses politiques et nous sortir de cette récession? Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, nous sommes affairés à bâtir l'économie la plus forte du G7. Nous avons fait des investissements historiques en infrastructure, en logement et en productivité, tout comme dans notre défense nationale suite au budget 2025. Nous avons fait des investissements records au pays. Les investissements en propriété intellectuelle sont à la hausse et les dépenses gouvernementales sont à la baisse. Nous allons bâtir l'économie la plus forte du G7, Monsieur le Président. L'honorable chef de l'opposition. Au lieu de prendre parole et de répondre aux questions, le premier ministre demande à son ministre des Finances de répéter des slogans, certes, mais en plus des slogans qui sont faux. Le Canada n'a pas l'économie qui croît le plus rapidement du G7, mais plutôt la seule économie en récession du G7. Les investissements en capitaux ont diminué 6 trimestres consécutifs. Le ministre dit que les dépenses du gouvernement ont diminué, mais c'est le contraire. Donc, pourquoi disent-ils toujours le contraire de la vérité? L'honorable ministre des Finances. Donc, je veux bien citer des chiffres, tout comme le chef de l'opposition. L'OCDE a annoncé ce matin que le Canada aurait une économie très forte en 2026-2027. De ce côté-ci de la Chambre, nous voulons proposer des mesures d'abordabilité. En juin, 12 millions de Canadiens recevront de l'aide grâce à la nouvelle prestation. Nous savons comment bâtir une économie résiliente et comment aider les Canadiens dans leurs moments de besoin. Nous allons bâtir un Canada fort pour tous. D'Argenteuil, la petite nation. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement réalise des investissements historiques pour aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour croître et prospérer. Hier, nous avons annoncé une entente majeure entre le Québec pour soutenir le transport collectif et les infrastructures essentielles à nos communautés. Ces investissements contribuent à bâtir des collectivités plus fortes et mieux connectées partout au Québec. Est-ce que le ministre peut préciser comment cet accord va se traduire concrètement pour les Québécois et leurs communautés?
L'honorable ministre du Logement et des Infrastructures. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. Hier, avec le gouvernement de Québec, nous avons annoncé plus de 10 milliards de dollars pour les infrastructures et les transports collectifs, l'un des plus importants investissements de l'histoire de Québec. On soutient les infrastructures nécessaires à la construction de logements, les infrastructures de santé ainsi que des projets de transport collectif. Monsieur le Président, c'est le temps de bâtir. L'honorable député de Riding Mountain. Monsieur le Président, des documents révèlent maintenant que l'échec de 300 millions de dollars des libéraux, le programme Prescribe IT ou prescription a traité moins de 5 des demandes de prescription à son apogée. Cela signifie qu'après avoir flambé 300 millions de dollars, le programme Prescribe IT a échoué à livrer 95 des prescriptions. Lorsque les conservateurs ont tenté d'enquêter au comité de la santé, les libéraux ont éteint les caméras. Ensuite, ils ont abruptement mis fin aux réunions. Hier, ils ont empêché la tenue de réunions d'urgence pour éviter que la ministre de la Santé témoigne. Pourquoi les libéraux empêchent-ils le comité de la Santé d'enquêter sur un scandale, le scandale Prescribe IT, qui a coûté 300 millions de dollars? L'honorable ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Moi, je me demande pourquoi les conservateurs bloquent l'étude sur le HIV qui est au comité sans arrêt. Donc, je ne crois pas que les conservateurs sont vraiment intéressés au dossier de la santé. Donc, avant de parler de Prescribe IT, puisque je vous en ai parlé plusieurs fois, peut-être que vous pourriez avancer les travaux. Merci. L'honorable député de Similkameen, Okanagan-Sud, Kootenay-Ouest. Les libéraux refusent d'être transparents envers les Canadiens quant aux 300 millions de dollars qui ont été gaspillés sur le programme Prescribe IT. Au comité de la santé, ils ont éteint les caméras, mis fin aux réunions et empêché le témoignage de la ministre. Les conservateurs sont prêts à travailler tout au long de l'été pour faire la lumière sur ce scandale. Pourquoi les libéraux empêchent-ils le comité de la santé d'enquêter sur ce scandale Prescribe IT qui a coûté 300 millions de dollars aux contribuables? Le ministre de la Santé, par l'intermédiaire de la présidence. Les conservateurs sont en train de bloquer les travaux du comité sur l'étude qu'ils étaient en train de faire sur le sida, puisque nous avons une crise à travers le pays qui ne les intéresse pas. En même temps, je vous dirais que j'ai été au comité finances avant-hier et un député de l'opposition, les conservateurs, m'a posé des questions sur le programme Prescribe IT que j'ai répondu. Alors, Monsieur le Président, je pense avoir répondu aux conservateurs. Merci. OK. We're having cross-cutting. OK. Donc. Please, the honourable member from... L'honorable député de Vancouver-Quadras, s'il vous plaît. L'honorable député de Vernon. L'honorable député de Kitchener-Sud, Espeler. Merci, Monsieur le Président. Voici une question à laquelle n'a jamais répondu la ministre de la Santé. Elle sait, Prescribe IT était un gaspillage de 300 millions de dollars d'argent des contribuables. Elle sait que l'organisme qui a géré ce programme était si mal géré qu'elle a dû renvoyer le PDG le mois dernier. Étant donné qu'elle sait tout ça, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi elle donnerait à ce même organisme, cet organisme qui n'a rien accompli en 10 ans, pourquoi leur donnerait-elle encore plus d'argent public cette année? Ce n'est pas logique. De la Santé. Mais je n'étais pas au courant que j'avais donné de l'argent à l'organisation. Entre l'argent qui a été budgétisé, entre les 50 millions de dollars qui ont été budgétisés et déboursés, c'est pas la même chose. Alors, ce que je veux dire à l'opposition, c'est que pour le moment, comme je leur ai déjà dit, nous sommes en train de réviser le mandat de l'organisation et en même temps, je vais affirmer que oui, les Canadiens ont besoin de systèmes de santé connectés. Nous avons besoin de l'infrastructure de données en santé au pays. Merci. L'honorable député de Surrey-Newton. Monsieur le Président, les conservateurs ont passé la dernière semaine à démolir l'économie canadienne, les secteurs privés canadiens et les travailleurs canadiens. Pendant ce temps, notre gouvernement fait des investissements historiques pour faire croître l'économie. Nous avons investi des dizaines de milliards de dollars en infrastructures,
Et nous avons aussi investi pour atteindre la cible de 2 % pour le financement de l'OTAN. Le ministre peut-il dire aux Canadiens comment ces investissements nous aident à évoluer dans le contexte économique actuel et à bâtir un Canada plus prospère? L'honorable ministre des Finances. Quelle excellente question, Monsieur le Président. D'un collègue qui fait preuve d'un grand leadership. Je sais que les conservateurs n'aiment pas reconnaître les bonnes nouvelles, mais j'aimerais leur dire quelque chose. Dans le budget de 2025, nous avons jeté les bases pour la croissance dans ce pays. Nous avons fait des investissements historiques en logement, en infrastructure, des investissements historiques en innovation. Nous avons fait des investissements historiques pour notre défense nationale. Cela nous a mené à avoir la deuxième plus forte croissance du G7. Nous allons bâtir le Canada fort ensemble. Merci, M. le Président. On vient de vivre une grosse période de questions, mais encore une fois, le premier ministre nous a démontré que quand l'adversité se présente, il ne se lève pas. Il a répondu à seulement 6 questions de la part du chef de l'opposition, puis il a donné 0 réponse pour expliquer pourquoi le Canada est le seul pays du G20 en récession. Donc, on va lui donner une autre chance. Est-ce qu'il peut se lever et nous expliquer pourquoi, après tous ces grands discours et ces promesses poudre aux yeux, et malgré le fait que tous les pays du G20 font face aux mêmes conditions internationales, pourquoi le Canada est le seul pays en récession libérale? Honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, je veux d'abord féliciter le député pour avoir été le 4e député qui a eu le droit de poser une question aujourd'hui, à part le chef de l'opposition. Les Canadiens ne comprennent pas pourquoi, en cette journée où on annonce des investissements majeurs dans les communautés forestières du Québec et du Canada, le lendemain d'une journée où on a annoncé 10 milliards en infrastructures partout sur le territoire du Québec, pourquoi ceux députés du Québec ne peuvent pas parler des avancées du Québec, Monsieur le Président? L'honorable député de Vancouver-Est. Le gouvernement libéral a mis de côté le projet de loi S2 tel qu'amendé, malgré un délai prescrit par les tribunaux pour mettre fin à la discrimination fondée sur la race ou le sexe et la règle d'inadmissibilité de la deuxième génération dans la loi sur les Indiens. Les Nations unies ont demandé au Canada de rectifier la situation en adoptant S2 tel qu'amendé. La majorité des Premières Nations sont d'accord et ne veulent pas davantage de consultations. Les hauts fonctionnaires et les ministres disent que la décision revient au premier ministre. Donc, celui-ci va-t-il cesser ses tactiques dilatoires, rencontrer les leaders féminines des Premières Nations telles qu'elles l'ont demandé, adopter le projet de loi S2 tel qu'amendé et cesser la discrimination et les violations de la Charte des droits et libertés et du droit international? L'honorable ministre des Services aux Autochtones. Merci. J'accueille favorablement cette question. Je crois que ma collègue sait que S2 est présentement étudié en comité. Nous voulons respecter donc l'objectif de ce projet de loi. Je vais toujours appuyer ces communautés. Nous voulons donc éliminer cette règle d'inadmissibilité de la loi sur les Indiens. J'y travaille. Je désire attirer l'attention des députés sur la présence dans la tribune de l'honorable Adriana Lagrange, ministre des Services hospitaliers et chirurgicaux de la province de l'Alberta. Appel au gouvernement.